Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier. On peut peut-être réagir au clic ici. Ça pourrait peut-être être sympa, ça devrait pas être trop dur. Alors pour ça, on va se remettre dans la fonction ajouter élément, puisque c'est elle qui crée dynamiquement ces éléments-là. Donc comment elle fonctionnait? Tout d'abord, elle prenait l'information du bouton ici. Quel était le bouton qui était là? C'était le rôle, quand on reçoit l'événement, on récupérait la target qui a déclenché l'élément, donc c'était ça, et on récupérait son ID. Donc lui, il a un ID particulier, ça nous permettait de récupérer notre bouton, l'ID de notre bouton qui était là, qui déclenchait l'événement. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? On pouvait récupérer le numéro en particulier de mon bouton, puisque l'ID c'est mon bouton et un numéro, et on pouvait récupérer ce numéro en particulier. Après, qu'est-ce qu'on faisait? On récupérait l'input qui était là, on récupérait l'UL, donc la liste qui était là, et ensuite on cherchait à créer un nouvel élément. Donc il y avait deux choses à voir ici. Tout d'abord, on récupère tous les éléments qui sont pratiques, donc l'input et la liste, et ensuite on crée de nouveau des éléments virtuels, qui est un nouvel élément de type liste. Pourquoi j'ai créé un input? Je me rappelle plus. Ah si, pardon. Un nouvel élément de type input qui est là, qui va être transformé en input de type checkbox pour qu'il affiche une petite boîte, et un nouveau label qui est là, qui va être le texte associé à cette boîte. Ok? Et donc après, ce qu'on faisait, tout simplement, c'est qu'on disait que tout d'abord, ma petite boîte ici, elle devait avoir le type checkbox pour qu'elle puisse se transformer en checkbox plutôt qu'en texte. On lui mettait dans le label ici le texte qu'on avait mis là, et on ajoutait tout ça à la liste qui est là. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand on ajoute notre élément, quand on va créer tout ça, on va ajouter un listener, donc on va ajouter un écouteur d'événements pour pouvoir détecter le changement ici. D'accord? Donc pour ça, il y a différentes façons de faire. Soit on détecte le clic sur l'input, soit on détecte le changement sur l'input. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est aller vérifier HTML, checkbox, les différents événements qui sont possibles sur ce genre de choses. Donc là, j'ai tapé tout simplement dans Google HTML checkbox, et en général, on tombe les premières pages directement sur les pages de documentation de cet élément-là. Donc là, blablabla, ça nous parle de plein de choses, et ils nous disent pas grand-chose. Moi, je m'attendais à plus. Une petite checkbox, ok, très bien. Et du coup, ils nous disent que ça, c'est équivalent à un input. Fort bien. Et alors, un input, qu'est-ce qu'il a comme événement? Normalement, on devrait aller voir par là. Ou alors, on va chercher une autre doc qui sera peut-être plus complexe. Développeur Mozilla, pourquoi pas ça? Valeur, attribut supplémentaire, checked et value. On apprend que l'attribut checked sur une checkbox, ça nous dit si la case elle est cochée ou non. Et value, ça représente la valeur quand c'est coché ou non. Donc ça va être true ou false. Donc là, c'est pareil, ça va être vrai ou false. Utiliser les cases à cocher, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un exemple avec un événement? Check, check, check. Fournir un cliquable, gérer un état. Oh, c'est un peu dommage. Il ne montre pas un petit exemple. Ah, voilà. Là, on voit qu'il y a l'événement qui s'appelle onChange. Donc ça veut dire que quand l'état de la box change, qui sera cliqué, il y aura une rediff. Ouais, elle sera comme d'habitude sur les chaînes YouTube. D'ici la fin de la semaine à peu près, un truc comme ça. Ça sera découpé en épisodes, etc., etc. Donc comme d'habitude, ça sera là-bas. Et merci pour ton follow, Pandarou. Firefox, ça tombe plutôt bien. Donc, quand il y aura l'événement change, on sera capable d'agir quand la boîte sera cliquée. Donc a priori, on devrait être en mesure, pour cette box, nouvelle box, on devrait être en mesure de faire un truc comme ça. Add, event, listener. L'événement, ça sera change. Alors, on n'a pas besoin de mettre on, il faut juste mettre le nom de l'événement, change. Et là, il faudra mettre le nom de la fonction à appeler quand on va cliquer sur cette boîte, sur cette petite boîte. Ok? Donc là, par exemple, hop, on va créer une petite fonction qu'on va appeler item clicked. Alors, attends, j'avais fait quoi comme format? Ajouter, j'avais fait OK. Donc, on va refaire pareil, item underscore clicked. Ça reçoit l'événement, et on va modifier ça. Donc, on lui ajoute ça, et on lui ajoute ça. Voilà. Normalement, si là,
fais quelque chose comme ça dans ma console. Donc pour rappel, la touche F12 vous permet d'afficher la console. Alors ça va commencer à être un peu serré, c'est un peu dommage. Ici, normalement, quand je cliquerai sur une item, on devrait avoir un message qui va apparaître. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. C'est un peu dommage que ça s'affiche. Attendez, comment je vais faire? Je vais faire en sorte, petite modification, ancrée en bas. Comme ça va me permettre de garder de la largeur. Mais ici, je vais modifier ça. Voilà. Je modifie en live. Toujours plaisir. Alors attendez, on va faire mieux que ça. Comme ça, et comme ça. Voilà, hors champ, c'est pas grave. Nah, comme ça, parfait. C'est itératif tout ça. Hein. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, normalement, si je clique sur Run, ça va relancer notre truc. Je vais vider tout ça. On va créer une liste. Shopping. Ajouter une liste. Acheter des patates. Ajouter un élément. Et normalement, quand je clique là, on devra déclencher cet événement-là. Donc on devra passer dans Item Clicked et voir l'événement qui a déclenché cette chose. Donc là, on a vu, quand j'ai cliqué, on a bien quelque chose qui s'est créé ici. Si je reclique, il y a de nouveau l'événement qui va se déclencher. Etc. 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 Donc qu'est-ce qu'on voit? Comme l'autre jour, quand on cliquait ici, avec l'événement qui s'est déclenché, on voit les mêmes choses. Donc on va retrouver les mêmes choses. Le target ID, etc. etc. Toutes les mêmes choses. Absolument toutes les mêmes choses. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'être capable d'identifier cette boîte-là pour qu'on puisse modifier cet élément-là. Pour que par exemple, quand je clique ici, ça, on puisse lui rajouter une classe pour que par exemple, il devienne rayé. On va créer une classe rayée et le texte, il sera affiché comme rayé au lieu d'être affiché comme classique, quoi. Tout simplement. C'est clair? Donc, on va faire tout ça. Donc la première chose à faire, ça va être d'ajouter un ID, un identifiant qui va être unique pour cet élément-là. Nouvelle box. Donc nouvelle box, on va lui faire un set attribute. On va lui mettre un ID. Et là, juste pour le test, je vais mettre l'ID AAA. C'est juste pour le test. On va mettre même mieux que ça, on va faire checkbox AAA. Voilà. Et ensuite, on va faire en sorte que le label, pareil. Le label, il est un ID. Alors, nouveau label. Il est un ID, puisqu'après, il va falloir qu'on puisse le trouver, qui va s'appeler label AAA. D'accord? Donc là, ce qui va se passer ici, quand on arrive dans l'événement, on va pouvoir récupérer l'événement de notre box. Checkbox ID. Checkbox ID. On va faire comme pour le bouton l'autre fois, event target ID. Donc là, normalement, dans cette variable-là, dans la variable checkbox ID, on va récupérer l'information checkbox AAA. On changera ça après pour que ça soit quelque chose de plus aléatoire. Maintenant, normalement, on devrait être capable de récupérer notre label. Label cible égale document. On va pas s'embêter, get element by ID. Get element by ID de. Alors, il faut qu'on identifie. Alors, var, comment j'avais fait l'autre jour, on va reprendre les mêmes noms. ID cible, var ID cible égale checkbox ID .split checkbox. Alors, pour rappel, split, ça vous permet de partager une chaîne de caractères. Si par exemple vous avez une chaîne de caractères comme celle-ci, checkbox underscore AAA, et que vous faites un split par rapport à l'underscore, dans ce cas-là, vous allez obtenir un tableau qui aura deux chaînes, la chaîne checkbox et la chaîne AAA. Donc là, on va faire un split sur l'underscore. Donc l'indice 0, ce sera checkbox, et l'indice 1, ce sera tout ce qui est après l'underscore. Donc ça sera AAA. Donc on va récupérer ça. L'ID cible, ça va être ça. Et maintenant, si on veut récupérer notre label, on a juste à faire label underscore plus ID cible. On va recomposer notre chaîne en ayant le morceau d'ID qui est après l'underscore et la chaîne label underscore. Donc là, normalement, on a récupéré notre label qui est là.
Et on va pouvoir faire label cible. Alors, class list, ou juste class name. On va lui dire que dorénavant, toutes ces classes, elle va comprendre. Je reformule. Vous savez, un élément, on peut avoir classe comme ça. Eh bien, cette chaîne-là, classe, en JavaScript, on peut l'accéder avec class name. D'accord? Donc si là, par exemple, classe, ça vaut test, ici, class name, je pourrais l'écrire comme ça, pour lui dire que la classe, elle vaut test. Donc là, si je récupère class name, si je lui mets une valeur, par exemple, rayé, alors je vais pas l'écrire avec des accents et tout, j'aime bien, ou même, tiens, à l'infinitif, rayé. Alors dans ces cas-là, cet élément-là, qui est un label, aura aussi la classe rayé. D'accord? Et donc il ne restera plus qu'ici, en CSS, à rajouter quelque chose qui dit que quand quelque chose possède la classe rayé, dans ces cas-là, le texte doit avoir un style striked. Si je dis pas de bêtises. CSS strike text. Text decoration line through. Alors pour rayer un texte, ça va être ceci. More example. Alors faut me faire confiance, c'est juste l'habitude. Hop. Là normalement ça va faire une ligne à travers quand tu auras la classe rayée. Donc on va voir si tout se passe bien. Run. Nom de la liste shopping. Ajouter une liste. Item à ajouter test. Ajouter un élément. Et donc quand je vais cliquer, normalement ça va ajouter la classe rayée. Et on voit que c'est ce qui s'est passé. Examiner l'élément. Ici, on a bien notre label. Et on voit que maintenant il a bien la classe rayée. Si je refais une nouvelle liste, ah bah je vais avoir le même élément. Je vais rerun, je vais relancer le truc, donc je recrée ma liste. Shopping, patate, ajouter un élément. Si je le regarde par défaut, on voit qu'il n'a aucune classe. Il n'a pas de classe. Dommage. Et si je clique, on va voir la classe apparaître ici. Hop. Et on a bien vu qu'il y a la classe rayée. Et comme maintenant il y a la classe rayée, automatiquement j'ai ce style CSS qui s'applique et qui va rayer mon texte. Alors on pourrait même s'amuser à faire par exemple color du texte pour qu'il y ait une couleur qui soit moins forte. Par exemple, un espèce de gris, 7F, 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 un espèce de gris. Donc si je fais ça, mon texte il sera à la fois rayé et en même temps il sera gris clair. Vous voyez? Donc là on voit bien qu'il a été rayé par rapport à un texte normal. D'accord? Alors maintenant, on a un petit souci. Enfin, on a deux petits soucis. D'une part, on a uniquement le passage dans un sens. Vous voyez, si je décoche, mon texte il ne revient pas à la normale. Ça serait bien qu'il revienne à la normale quand je reclique dessus. Salut Melkorat. Ça serait bien qu'il revienne à la normale quand je clique dessus. Oui, c'est ça. Là, le problème, exactement. T'as tout compris. Si je relance, shopping, ajouter une liste, patate et banane. Si là je clique, le problème c'est que comme tous les labels ont le même nom, il y a un problème en fait. Là, c'est pas correct. On peut pas prédire le comportement parce que les deux. On peut pas prédire le comportement parce que les deux labels, ils ont exactement le même ID. Or, dans une page HTML, un ID doit être unique. C'est-à-dire que sur toute la page, j'ai qu'un seul élément qui doit avoir le label, qui doit avoir l'ID, par exemple, label AAA. Il doit être unique. Donc là, c'était juste pour tester que l'appel à ma fonction fonctionnait. Mais là, effectivement, ça fait partie des deux choses à régler. D'une part, régler le problème que quand je clique, voilà, j'ai cliqué sur le deuxième, c'est le premier qui s'est mis en marche. D'une part, que quand je clique, ça se déraille, et d'autre part, quand je clique sur l'un, c'est bien celui que j'ai cliqué qui soit sélectionné. Donc pour ça, il faudra que mon label soit dynamique. Donc on va faire les deux choses. Pour l'instant, d'abord, la première chose qu'on va faire, ça va être tester la valeur de ma boîte. Donc, tester ma checkbox. Donc on va récupérer la checkbox. Donc on va faire comme ça. Var checkbox.
Quoique je dois l'avoir dans l'ID, dans l'event. On va vérifier. Je dois l'avoir dans mon event, ici. Target. Ça me la donne complètement. Donc si là je vérifie ma target, hop, normalement j'ai l'état checked, voilà, qui me permet de savoir si elle est réglée ou pas. Donc ici, si je fais event.target.checked, je peux savoir si elle est cochée ou non. Donc là c'est, si elle est cochée, dans ces cas-là, mon label doit avoir la classe rayée, et sinon, il doit avoir aucune classe en particulier. D'accord? Donc là je teste ma checkbox, je teste sa propriété checked, qui est vraie si on est coché, ou faux si on n'est pas coché. Checked, ça veut dire coché en anglais. Donc on va vérifier ça, déjà, dans un premier temps. Shopping, ajouter une liste. On va mettre des vraies données, patate. Donc là, si je clique, ma case va devenir checked, ça va prendre la classe rayée. Et si je reclique, donc si c'est pas coché, ici, on va enlever la classe, il n'y aura plus de classe, et donc dans ces cas-là, normalement, ça va revenir à son état initial. Vous voyez, je clique, ça coche, je reclique, ça décoche. Dans un cas, j'applique la classe, dans l'autre cas, j'enlève la classe. Et oui, j'en passe exactement. On peut pas mettre la même classe, mais il faut que chacun soit identifié de manière unique. Donc on est obligé de passer par ID, par un identifiant unique à chacun. Donc pour cela, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que ce morceau-là, ici, il soit dynamique. Il faut que ce morceau-là, il change. Alors par exemple, on va créer un morceau var unique ID. Il va falloir que ça vale quelque chose, donc là je mets juste AAA pour l'instant. Et ce unique ID là, on va l'ajouter pour qu'il soit ajouté à ma checkbox et à mon label. Donc par exemple, un truc qu'on peut faire, c'est que une façon d'avoir un numéro unique, c'est de prendre le temps pile poil au moment où est créé l'objet. Donc là par exemple, ce que je vais faire, petite astuce, je vais faire un objet de type date, et je vais prendre la valeur, alors il me semble que c'est time. JavaScript, time, getTime. Voilà. Et là on apprend que getTime en JavaScript, ça retourne le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970, qui est la date un peu... c'est un peu le point de départ au niveau informatique, vous la verrez très fréquemment cette date-là. Donc l'avantage de prendre la date, de prendre ce nombre de millisecondes, c'est que, a priori, l'être humain n'est pas une machine et va pas être capable de créer 10 milliards d'éléments dans la même milliseconde. Donc a priori, au moment où il va cliquer, on va avoir un getTime qui va valoir quelque chose, et le moment où il va recliquer pour recréer un nouvel élément, le getTime aura évolué, il sera passé à quelque chose de supérieur. Donc a priori, mon ID, je suis tranquille, il va bien être unique pour chaque couple box, label. D'accord? Donc normalement, si on fait ça, on devrait être relativement tranquille, et ça devrait le faire. C'est une petite astuce pour avoir un numéro pseudo-unique. Là, ça marche parce qu'on fait sur une action manuelle. Évidemment, si on faisait sur des actions qui venaient d'une base de données ou des trucs comme ça peut être beaucoup plus rapide, ça peut poser problème. L'échelle de la milliseconde pourrait poser problème. Shopping, patate. Donc là, si je crée ça, si on regarde l'élément, on voit que dorénavant, l'ID de la checkbox, c'est bien checkbox underscore et un numéro, une longue chaîne de numéros, et label, c'est bien une longue chaîne de numéros ici. Si je recrée un autre élément, les bananes, on voit que banane, c'est pas le même numéro. Comparé à tout à l'heure où on avait AAA, là on a bien, ça commence pareil puisque c'est le nombre de millisecondes, donc là ça va être le nombre de minutes, heures et compagnie. Mais là on voit bien qu'on finissait par 317 et là on finit par 936. Donc on est bien sur deux numéros qui sont différents. Et celui-là est nécessairement supérieur à celui qui est là. Donc là normalement, quand je clique sur l'un, la sélection devrait se faire correctement puisqu'ils sont bien distincts l'un et l'autre. Patate, c'est bon. Je peux bien sélectionner, désélectionner patate. Et banane, je peux bien le sélectionner et le désélectionner aussi. Donc on a réussi à avoir les deux éléments qui sont bien distincts l'un par rapport à l'autre. Donc déjà dans ma to-do list, c'est pas mal.
Parce que là déjà, j'arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus normal en fait, tout simplement. Et ça commence à ressembler à une vraie to-do list. Je peux cocher des éléments, des items qui sont faits. Alors au niveau style, on est encore dans un truc très pauvre, il faudra un bouton qui soit beaucoup plus gros ici, ou des choses comme ça. Mais rien que ça déjà, ça donne un comportement qui a du sens.